Au nom de François de Mazières, qui n'est pas encore là, qui nous rejoindra en cours de route parce qu'il a eu un empêchement de dernière minute, François de Mazières, maire de Versailles, président de Versailles Grand Parc, de vous souhaiter la bienvenue pour cette leçon inaugurale, non pas particulière, parce qu'elle a lieu tous les ans, mais quand même, on a rarement un prix Nobel. On n'a pas dans la personne de Jean Jouzel, donc je tiens vraiment à l'accueillir avec toute la... comment dire, pas toute l'amitié, parce qu'on n'en est pas là, on s'est déjà vu que deux fois, on s'est vu que deux fois, mais avec tout l'honneur qu'il nous fait d'être ici présent. Je vais peut-être en quelques mots rappeler son parcours qui est brillantissime, mais je vais faire ça rapidement, s'il le permet et s'il le veut bien. Donc Jean Jouzel, je n'aurai pas le tribunal de rappeler votre date de naissance, mais vous êtes assez jeune pour un paléoclimatologue. Et vous êtes fait connaître en 1987 déjà, en publiant avec Claude Lorius la première étude établissant formellement le lien entre la concentration de CO2 dans l'atmosphère et le réchauffement climatique. En 1994, vous êtes nommé membre du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le fameux GIEC, dont on parle beaucoup depuis plusieurs années désormais, et vous assurez de 2002 à 2015 la vice-présidence du groupe de travail sur les bases physiques du changement climatique au sein de cette institution. Vous êtes de ce fait imposé au fil du temps comme une figure essentielle de la lutte contre le réchauffement climatique à l'échelle internationale. Vous avez été récompensé à ce titre par de nombreuses distinctions scientifiques, médaille d'or du CNRS notamment, plus récemment le prix Vetlesen, qui est considéré comme l'équivalent du prix Nobel pour les sciences de la Terre, et vous allez présider, puisque c'est votre actualité, vous n'arrêtez pas, vous voyagez à travers le monde, mais surtout vous agissez beaucoup en faveur du climat, et vous présiderez bientôt la 20e édition du Forum international de la météo et du climat qui se déroulera à la Cité des sciences et de l'industrie du 6 au 8 octobre. Donc autant dire que vous êtes un homme très actif, c'est pourquoi je vous remercie encore plus d'être parmi nous ce soir. Et je vous cède bien vite la parole, car j'ai déjà trop longuement parlé. Et merci beaucoup. Merci beaucoup de ces mots d'introduction, de cet accueil chaleureux. Merci, c'est un plaisir de se retrouver dans ce magnifique théâtre. Et merci à vous tous d'être là. Alors, voilà, je suis navré, je me rends compte que c'est bien le 25 septembre. Je sais pas pourquoi il y a 2 octobre qui traîne là. Mais, voilà, l'idée, c'est effectivement d'échanger avec vous autour de ce problème, voilà, qui est un problème d'actualité, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai passé ma journée sur les radios ou des télé, donc ce problème du réchauffement climatique, et aujourd'hui on parle peut-être de solutions. On va voir, notre président doit annoncer les solutions, on l'a fait cet après-midi. Voilà, alors de quoi s'agit-il? C'est un peu ça, je ne vais pas être trop long, j'espère que vous aurez le temps de... Alors, d'abord il s'agit d'une réalité, c'est ça qui est... Donc cette réalité, bien on la comprend, on la saisit en regardant les températures atmosphériques. Là, bientôt, on dira que les 9 dernières années, puisque ce sera le cas aussi de 2023, ont été les plus chaudes que nous ayons connues depuis 150 ans. Alors, donc, en fait, c'est une réalité, ce n'est pas une surprise. Donc, que fait-on? Alors, je dirais collectivement, que faisons-nous à notre atmosphère? Nous en modifions la composition. Alors, il y a différentes façons de le faire, hein, mais pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, nous modifions l'effet de serre. Donc ça, c'est une propriété de molécules qui sont présentes dans l'atmosphère et qui piègent une partie du rayonnement solaire une fois qu'il a été réfléchi à la surface de la planète, sur le chemin du retour. Donc, en fait, quand on regarde l'atmosphère, pratiquement, dès que vous avez 3 atomes dans une molécule, eh bien ça vibre et c'est à effet de serre. En gros, les gaz rares, enfin l'oxygène, l'azote, qui sont les principaux
composés de l'atmosphère, les gaz rares sont les seuls pratiquement à ne pas être à effet de serre dans les molécules gazeuses présentes dans l'atmosphère. En fait, par exemple, l'ozone, vous avez 3 atomes d'oxygène, eh bien, est un gaz à effet de serre. Mais le premier gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau. Donc, en fait, la vapeur d'eau, nous n'en modifions pas directement les quantités dans l'atmosphère. Nous la modifions indirectement. Le réchauffement climatique réchauffe la surface de l'océan. Il y a plus d'évaporation et plus de vapeur d'eau, et c'est bien observé aujourd'hui dans l'atmosphère qu'il y a une cinquantaine d'années. Donc, alors ce que nous modifions directement par nos activités, eh bien, ce sont des composés dont on parle régulièrement. Voilà, le gaz carbonique, dioxyde de carbone. Alors c'est à chaque fois qu'on brûle des combustibles fossiles, hein, voilà, mais aussi du bois en fait. Dans le cas du bois, évidemment, quand la végétation repousse, le carbone est réabsorbé. Quand on fabrique du ciment, bon, du méthane, il y a aussi une origine, par exemple, disons, dans le système alimentaire, hein, la viande, mais il y a aussi d'autres sources de méthane, de protoxyde d'azote. Alors, disons, l'origine ces modifications sont très bien documentées. En fait, vous voyez, par rapport à ce qu'était notre atmosphère il y a, je dirais, 200 ans, le début du 19e, eh bien, nous avons pratiquement augmenté de 50% les quantités de gaz carbonique dans l'atmosphère, plus que doublé celle de méthane, augmenté de 25% celle de protoxyde d'azote. Il y a toute une série d'autres composés. Donc, en fait, ce que nous émettons, donc ça se traduit par une augmentation de l'effet de serre, et à cette augmentation de l'effet de serre, les 3/4 de l'augmentation sont liés, depuis une cinquantaine d'années, à notre utilisation des combustibles fossiles. Quelques chiffres pour 2022, on a émis 37 milliards ou 38 milliards de tonnes de CO2, de gaz carbonique, à partir de notre utilisation des combustibles fossiles. On ajoute 5 à 6 milliards liés à la déforestation, 1 à 2 milliards liés à la fabrication du ciment, et on a donc à peu près 45 milliards de tonnes de gaz carbonique que nous avons collectivement émis dans l'atmosphère l'an dernier. On y ajoute à peu près 15 milliards de tonnes d'équivalent CO2 pour les autres composés. Donc on est autour de 60 milliards de tonnes d'équivalent CO2. Donc ça s'est traduit comment? De façon toute simple. On a augmenté le chauffage d'à peu près 1%. Et ça tient compte, disons, d'un effet plutôt de refroidissement lié à la pollution. La pollution au sens trivial du terme, disons les particules polluantes. Voilà, donc on a augmenté le chauffage de 1%. Et évidemment, quand on augmente le chauffage, ce à quoi on doit s'attendre, c'est que la température augmente. Donc, alors il y a un point intéressant. Alors voilà, donc 75%, vous voyez, donc là vous voyez les combustibles fossiles. Voilà, bien sûr, disons voilà, la répartition et l'augmentation régulière des émissions et leur répartition, que j'en ai parlé, suivant les différents gaz. Ce qui est intéressant, c'est, en tout cas à noter, c'est que, donc on a augmenté le chauffage d'à peu près 1%, et de ce 1% supplémentaire, il n'y a qu'à peu près 1% utilisé dans l'atmosphère. Alors c'est important d'aller voir ce qui se passe dans l'atmosphère, parce que c'est quand même là où on vit. Mais l'essentiel de cette chaleur va dans l'océan. 93% vont dans l'océan. Donc, et en fait, dans l'océan, eh bien, le diagnostic est, disons, très clair, c'est-à-dire qu'il y a une élévation du niveau de la mer. Elle est actuellement entre 3 et 4 mm chaque année. Elle est double de ce qu'elle était il y a une cinquantaine d'années. Et cette élévation du niveau de la mer, elle est liée au réchauffement de l'océan. L'océan se réchauffe. En gros, il se dilate. Ça joue à peu près pour un peu moins de la moitié de l'élévation du niveau de la mer. Autour de la moitié. Et puis le reste est largement lié à la fonte des glaces. Alors les glaciers continentaux, et puis depuis une trentaine d'années, les calottes glaciaires, le Groenland au nord et l'Antarctique au sud. C'est relativement récent. Moi, c'est mon domaine de recherche, les régions polaires. Et quand j'ai commencé à travailler il y a une cinquantaine d'années, on disait que ces calottes glaciaires étaient à l'équilibre. C'est-à-dire qu'elles ne contribuaient pas à l'élévation du niveau de la mer. C'est le cas depuis les années 90.
Et c'est vraiment lié à ce réchauffement. En fait, dans cette élévation du niveau de la mer, on a un double témoignage de la réalité du réchauffement. Évidemment, le réchauffement de l'océan et puis la fonte des glaces. Alors, où en sommes-nous? Donc là, je m'appuie donc sur le 6e rapport du GIEC. Donc moi, je me suis beaucoup impliqué dans ces rapports. Le 6e rapport du GIEC a été finalisé en début d'année. Que nous dit-il? Le point important, eh bien, c'est que nous sommes certains, notre communauté, nous sommes certains que le réchauffement climatique que nous vivons depuis, en particulier depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis les années 50, un peu avant aussi, mais est dû de façon certaine à nos activités, à cette augmentation de l'effet de serre, et que de façon très probable, c'est l'ensemble de ce réchauffement qu'on peut attribuer à nos activités. Donc, les causes naturelles du réchauffement climatique, sur cette période, ne peuvent jouer que de l'ordre du 10e de degré. C'est ce que nous disons et répétons depuis 50 ans. Donc, c'est très clair. Et voilà. Alors, donc, on parle là d'attribution. On attribue le réchauffement climatique à nos activités. Je parle du réchauffement climatique moyen. Et on attribue aussi d'autres caractéristiques disons, à nos activités. C'est le cas, par exemple, de la modification des événements extrêmes pour ce qui concerne les vagues de chaleur. Alors là, vous voyez, ce sont les vagues de chaleur. Donc, toutes ces régions qui sont coloriées sont des régions où les vagues de chaleur sont devenues plus fréquentes ou plus intenses. Alors, quelquefois, les deux. Donc, voilà. Et quand vous avez 3 étoiles, comme vous voyez, c'est le cas pratiquement de toutes les régions de l'Europe, eh bien, c'est que ces modifications d'événements extrêmes peuvent être attribuées de façon voilà, et de façon quasi certaine, aux activités humaines. Donc, c'est la première fois qu'on attribue ces modifications des canicules aux activités humaines. Alors, on attribue également la modification de l'élévation du niveau de la mer aux activités humaines, la fonte des glaciers, par exemple. Et je crois que ce qu'on peut retenir de cette première partie, et qui est important, c'est que ce que nous vivons aujourd'hui est ce que notre communauté envisage depuis plus de 40 ans. En fait, depuis le rapport Charnay, en 1979, donc c'est le premier rapport, il y a eu des travaux antérieurs, mais c'est vraiment ce rapport Charnay qui nous dit que si on double les quantités de gaz carbonique dans l'atmosphère, et ça c'était envisagé pour le milieu de ce siècle, disons, et ça reste toujours malheureusement possible, eh bien, nous irions vers des réchauffements en moyenne de 3 degrés, alors compris entre 1,5 degré et 4 degrés et demi. J'aime bien la valeur moyenne de 3 degrés, qui est celle, en fait, vers laquelle nous allons tête baissée, en moyenne planétaire. Alors, le point important, c'est que ce que nous envisageons depuis 50 ans, alors, donc pour le rythme de réchauffement, pour l'accélération de l'élévation du niveau de la mer, ce n'est pas une surprise, c'est ce que nous avions prévu. Pour ce qui concerne aussi l'intensification des événements extrêmes. C'était prévu, on en parle depuis les années 90, les modifications des événements extrêmes, tels qu'on les vit actuellement, disons, seraient associées au réchauffement de température moyenne. Alors, évidemment, ce n'est pas impressionnant, cette température moyenne qui augmente d'à peu près 1 degré, ou 1,2 degré maintenant, mais vous voyez tout ce qui est associé. C'est cela que nous vivons, que nous avons vécu par exemple cet été, avec des canicules plus intenses, mais surtout plus tardives, plus propices. Ça dépend des années. Donc, ce que nous dit ce constat, c'est ça nous invite à accorder de la crédibilité. Alors, je vais revenir, oui. Ça nous invite à accorder de la crédibilité à ce que cette même communauté envisage d'ici 2050 et au-delà. À un moment, il faut arrêter de dire ils ont peut-être raison, peut-être pas. À un moment, il faut regarder les choses en face. C'est très clair. Donc, ce que nous anticipons, évidemment, on comprend bien que plus on va émettre de gaz à effet de serre, alors il faut faire des hypothèses sur ce qu'on va faire, disons. Alors que plus on va émettre de gaz à effet de serre, voilà, là il y a 5 scénarios. 2 scénarios émetteurs qui nous emmèneraient vers 5 degrés, jusqu'à 5 degrés en température moyenne de la planète, 2 scénarios sobres, puis un scénario intermédiaire sur lequel nous sommes plutôt, disons pour le moment, disons vers 3 degrés dans la deuxième partie de ce siècle. Alors,
en fait, ce qui est important, et ce dont je vais essayer vraiment pour marquer l'urgence, c'est que si vous regardez, alors je vais essayer, je ne suis pas très habile avec ça, mais voilà, si vous regardez les 15 prochaines années, pratiquement les scénarios ne se distinguent pas. Donc, ça veut dire que ce qu'on va émettre au cours d'ici 2030 n'aura que peu d'effet sur le climat que nous connaîtrons en 2030. Il y aura un réchauffement. On sait, à l'horizon 2050, qu'on aura 1 degré supplémentaire en France. Alors, ça dépendra des régions, des saisons, mais de l'ordre. Vous voyez, donc... disons que, mais ce qui est important, au contraire, c'est que le climat de la deuxième partie de ce siècle, et c'est là qu'il y a urgence, lui dépend largement de ce que nous allons émettre d'ici 2030. Disons, voilà, donc c'est ça qui est important. Voilà, et qui montre l'urgence d'agir aujourd'hui. En gros, si on veut préserver pour les jeunes d'aujourd'hui des conditions auxquelles ils puissent s'adapter sans trop de difficultés. C'est aujourd'hui qu'il faut agir. C'est pas dans 30 ou 40 ou 50 ans. Alors, bien sûr, il faut aussi s'adapter, nous pourrons y revenir. Donc voilà, un monde à plus 4 degrés, évidemment, c'est pas homogène. Le réchauffement, il est moins important sur les continents que sur l'océan. Non, moins important sur les océans que sur les continents. Et on voit bien qu'en France, par exemple, il est à peu près de l'ordre de 50% plus élevé que la valeur moyenne. On est plutôt à 1,8 degré actuellement en France, donc sur une large partie de l'Europe de l'Ouest. C'est tout à fait logique. Il est beaucoup plus élevé dans les régions du Grand Nord, où il peut être 3-4 fois plus élevé, enfin 3 fois que la température, que le réchauffement moyen. Les conséquences... Voilà, donc les conséquences, eh bien, bon, on en parle, j'aime toujours bien cette présentation du 5e rapport du GIEC, qui les classe en 5 catégories. Alors j'ai essayé de vous en montrer quelques exemples. Alors je vais me placer dans le cas d'un scénario émetteur, vous voyez, qui nous emmène vers 5 degrés. Et là, dans ces 5 catégories, alors je vais vous montrer quelques secondes dans chaque cas, eh bien, il y a un niveau de risque d'indétectable à très élevé. Bon, il n'y a pas de surprise, hein, c'est-à-dire que si vous allez vers 4 ou 5 degrés, eh bien, voyez, on est toujours dans disons, dans les conséquences élevées ou très élevées. Donc, alors de quoi s'agit-il? Alors, une première chose, c'est l'acidification de l'océan. De ces 45 milliards de tonnes de CO2 qu'on a émises dans l'atmosphère l'an dernier, ou à peu près, hein, il y en a un peu plus de 10 milliards qui sont utilisés par la végétation, de même pour l'océan. En gros, il ne reste que 45% de ce qu'on émet dans l'atmosphère. Alors ça, c'est bien pour nous, qui est ces puits océaniques ou continentaux, mais pour ce qui concerne l'océan, c'est assez dépendant, parce que c'est un acide faible. L'océan est déjà 30% plus acide qu'il n'était au début du XXe siècle, et dans le cas d'un scénario émetteur, son acidité aurait doublé d'ici la fin du siècle par rapport à celle du début du siècle dernier. Donc, alors c'est quoi un doublement de l'acidité? C'est un acide très faible, donc les jeunes d'aujourd'hui pourront toujours aller se baigner, mais tout ce qui se forme de calcite, de calcaire, d'aragonite, enfin voilà, donc tous ces animaux marins, tous ces coquilles, disons, on comprend toute la vie marine, est largement tributaire de cette acidité, c'est clair. Et par exemple, alors, les récifs coralliens, eux, sont mis à mal à cause du réchauffement, aussi à cause de la pollution de certaines régions, mais effectivement, l'acidification ne les aide pas, puisqu'ils ont plus de mal à se former, hein, c'est justement du carbonate. Voilà. Donc, les extrêmes climatiques, j'en reparlerai, donc ils sont déjà plus intenses et ça va continuer. Hein, donc, je vous donnerai quelques chiffres. Des phénomènes irréversibles, niveau de la mer, j'en parlerai, des gels du permafrost. La nature qui nous entoure est extrêmement fragile par rapport au réchauffement climatique. On se tourne toujours vers notre humanité, mais c'est un peu égoïste, hein, soyons clairs. Voilà, mais bien sûr, les populations, on va parler de réfugiés climatiques, de ressources en eau, d'insécurité alimentaire, de sécurité, au sens, disons, sécuritaire du terme, cette fois. Il y a des risques de conflits qui sont, disons, bien là, qui risquent d'être là à cause du réchauffement climatique, en particulier dans des régions où l'accès à l'eau est difficile. Et puis, des risques d'accroissement des inégalités. Pour moi, disons, quand on prend ces conséquences du réchauffement climatique, non pas une par une, mais, disons, dans leur ensemble, eh bien, le risque d'accroissement des inégalités est évidemment très prégnant, très présent, c'est très clair. 2 exemples, bon, ces canicules, bon, voilà, moi j'habite Paris sous les toits, mais
Il y a ceux qui, comme nous, ont la chance de pouvoir quitter Paris l'été pendant les canicules, il y a ceux qui ne l'ont pas. Et on sait très bien que souvent, ceux qui ne l'ont pas sont dans des logements qui ne sont pas vraiment appropriés pour le confort d'été. Donc voilà. Bon, un autre exemple, ça peut être en fait, comme on parle des solutions, et on va parler de transition juste, eh bien, les solutions proposées pour faire face au réchauffement climatique peuvent être injustes elles-mêmes. C'était le cas, par exemple, donc on se remet en 2018, eh bien, le gouvernement, enfin, il y avait déjà une augmentation de la taxe carbone qui était envisagée, alors, disons, entre 2018 et 2030, et le gouvernement décide d'accélérer l'augmentation de la taxe carbone. Elle n'a jamais été mise en place, on comprend mieux rétrospectivement, parce qu'évidemment, du point de vue absolu, eh bien, ce sont les plus riches, c'est une question de consommation, hein, on comprend bien qu'ils ont tous contribué à cette augmentation, mais quand on regarde par rapport aux revenus, eh bien, le dernier décile, les 10% les plus modestes, auraient contribué 3 fois plus par rapport à leurs revenus que, disons, le décile des personnes les plus aisées. Donc on voit bien que cette injustice, alors, qui a été ressentie dans les territoires, était tout à fait exacte. Il faut bien comprendre cela. Donc voilà, ce problème d'injustice liée au réchauffement climatique, moi je me suis beaucoup intéressé, j'ai travaillé sur ce qu'on appelle la justice climatique, et vraiment quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Le réchauffement climatique, ce n'est pas que la température et les précipitations, c'est tout le mode de fonctionnement de nos sociétés qui est interrogé. Donc on y reviendra peut-être. Donc, voilà quelques chiffres. Quelques chiffres alors, je les ai regardés plutôt à l'échelle planétaire. Les vagues de chaleur, vous voyez, on est déjà à peu près à 1 degré. Donc, une vague de chaleur qui se produisait tous les 10 ans, elle se produit maintenant presque 3 fois tous les 10 ans, et elle est plus intense. C'est-à-dire que les pics de chaleur augmentent plus rapidement que la température moyenne. Ça, on le ressent bien. Donc, et si on va vers 2 degrés, eh bien, ça serait pratiquement ce type d'événement se produirait 6 fois tous les 10 ans, 4 degrés pratiquement tous les ans. Donc, et aussi avec des intensités plus importantes. Ça, c'est à l'échelle planétaire. Alors, il y a aussi les chiffres, mais je ne les ai pas mis là à l'échelle française. Alors, des pluies torrentielles. Là, disons, ce sont des choses qui ont été publiées bien avant tout ce qui s'est passé cet été, par exemple, en Libye récemment ou en Grèce. Mais ça, c'est vraiment associé directement à un réchauffement climatique moyen. Donc, vous voyez, c'est toujours le dernier rapport du GIEC, donc là, ça peut être des pluies plus importantes et, disons, plus fréquentes. Une pluie torrentielle, c'est la même quantité d'eau qui tombe sur une période un peu plus courte. Alors, on comprend bien. Donc, voilà, ça augmente. Là aussi, ça dépend de la température, c'est à l'échelle planétaire, mais c'est vraiment bien documenté, on le voit déjà. Donc, il y a... Et c'est un risque qui est vraiment qui serait là, en tout cas même à 2 degrés, vous voyez, plus de 2 degrés, eh bien c'est quand même 70% plus fréquent, c'est déjà 30% plus fréquent, donc ce sont des choses qui risquent de se renouveler de façon plus fréquente. On a échappé en France, disons, cet été, mais ça peut aussi, c'était en Belgique et en Allemagne il y a 2 étés, et c'est tout à fait envisageable pour notre pays, malheureusement. Les sécheresses, là aussi, les sécheresses de l'Ouvre, c'est aussi bien documenté. On parle de sécheresses plus fréquentes, plus intenses. Voilà, donc un des résultats, c'est que la conjonction des sécheresses et des canicules, sont les régions qui sont sous ces 2 régimes, et c'est souvent associé, eh bien, deviennent plus vulnérables par rapport à l'extension des feux de forêt. Quand on regarde, je rappelle que cet été, à peu près le quart de la surface de la France a été victime de feux de forêt au Canada. C'est énorme, et c'est vraiment lié à des températures élevées, à des périodes sèches. Voilà, et je montre assez souvent ce graphique. En fait, ce qu'on voit, c'est que des régions, des régions qui n'étaient pas, des régions en rouge, ce sont des régions qui sont à risque par rapport à ces feux de forêt. Bon, évidemment, si je vous montre les cartes d'aujourd'hui, le pourtour méditerranéen est déjà à risque, mais là, c'est pour 2050, et en fait, le centre et l'ouest de la France deviendront à risque. Et en fait, ça commence déjà. Il y a eu des feux dans le Mont d'Arrée, au centre de la France, et c'est quelque chose qui commence à se manifester. Alors,
de façon très faible actuellement, mais là aussi, ce sont des régions qui viendraient à risque. Alors, disons, pour résumer, j'aime bien résumer en disant, où que vous soyez sur cette planète, disons, le réchauffement climatique aura des conséquences, et très peu de conséquences positives. Vous voyez, ça peut être des régions plus chaudes, plus humides, voilà, ça dépend des régions. Alors, il y a toute une classification, mais il n'y a pas de région où le réchauffement climatique n'a pas d'effet, n'a pas de conséquences assez directement. Voilà, ça peut être dans les régions tropicales un accroissement de l'intensité des cyclones, des régions plus sèches, on a déjà parlé, plus chaudes. Voilà. Un point qui est important, alors, bon, pas à Versailles, ne vous inquiétez pas trop, mais l'élévation du niveau de la mer, c'est un vrai souci. Pourquoi ? Parce que nous décidons, alors non pas au cours de cette décennie, mais je dirais que nous décidons au cours des 30 prochaines années de l'élévation du niveau de la mer qui sera celle du siècle prochain et des siècles suivants. Il y a une inertie assez importante. Alors, évidemment, c'est lent. Voilà, donc... Ah oui. Donc voilà, donc si on se place, vous voyez toujours ces 5 scénarios, donc on irait dans le scénario le plus élevé, voilà, dans le scénario intermédiaire, plutôt 50 cm supplémentaires, 70 cm supplémentaires, et puis, enfin 50 par rapport à aujourd'hui, on a déjà pris 20 cm. Voilà, alors on n'exclut pas, alors ça ne veut pas dire qu'on envisage, disons qu'on prédit, mais on n'exclut pas des risques plus importants, en particulier parce qu'il y a des risques d'instabilité d'une partie de l'Antarctique de l'Ouest. Donc c'est un peu, c'est pas la même, ça c'est pratiquement certain. Si on chauffe, la mer se dilate, les glaces fondent. Mais ça c'est quelque chose de supplémentaire. Mais ce qui doit nous interroger, c'est que ça se poursuit dans les siècles suivants. Vous voyez, même dans le scénario sobre, on pourra aller jusqu'à 3 mètres à la fin du siècle de 2300, dans un peu plus de 200 ans, mais avec un scénario émetteur, on pourrait aller vers 3, 4, 5, 6 mètres, et puis voilà. Et puis après, eh bien, de toute façon, on arrive, disons, sur 2000 ans, si on ne faisait rien, eh bien, on pourrait aller... voilà, c'est l'intérêt de maintenir un 1,5 degré, ça serait limité à 2 à 3 mètres, ce qui n'est pas rien dans beaucoup de régions, mais vous voyez que si on allait vers 5 cm, 5 degrés, bon, c'est un autre ordre de grandeur qu'il ne vaut mieux pas imaginer. Donc c'est un point important. Donc je ne vais pas vous parler trop des conséquences, avec une seule conclusion, c'est que je vous ai surtout parlé des conséquences qui seraient celles, disons, qui surviendraient si rien n'était fait pour lutter contre le réchauffement climatique. Je crois que la conclusion, c'est quand même que ne rien faire n'est pas une solution. Donc c'est très clair. Et ça, nos décideurs politiques l'ont bien compris. Donc je rappelle, le rapport Charnay 79, la décennie 80 est extrêmement riche de colloques. Les scientifiques essayent d'alerter les décideurs politiques. Ça ne marche pas trop mal parce que les décideurs politiques sentent qu'il y a un problème potentiel et veulent plutôt en garder la maîtrise. Ils mettent sur pied le GIEC en 88, c'est Ronald Reagan et Margaret Thatcher, et disons que le premier rapport du GIEC c'est en 90, donc le GIEC c'est simplement un diagnostic sur tout ce qui touche à l'évolution de notre climat. En 92, c'est la Convention climat, donc on est au sommet de la Terre de Rio, et c'est une convention de bon sens. On dit en gros, il faudrait quand même qu'on prenne des mesures pour que le réchauffement climatique se stabilise. Donc voilà, avec des conséquences. Mais il n'y a pas d'objectif chiffré dans ce cas-là. Donc disons ce qu'on appelle la Convention climat dans sa forme originelle. Alors, mais on sait d'ores et déjà, on est en 92, que pour stabiliser le climat, il faut diminuer les émissions, puisqu'on en émet plus que, déjà à l'époque, que l'océan et l'atmosphère ne sont capables d'en absorber. Donc on sait déjà qu'il faut diminuer les émissions, elles n'ont pas arrêté d'augmenter. Donc c'était de 27 milliards, ou de à peu près 35 milliards en 90 ou 40 milliards, elles sont 60 maintenant, ça a augmenté de 50%. Donc ça c'est le constat. Alors, en fait c'est presque plus sérieux,
Donc, en fait, il y a 3 étapes importantes. Donc, cette convention climat se réunit chaque année. Hein, ce sont les COP, hein, les conférences des parties, cette année à Dubaï. Donc, moi, j'ai participé au titre de la délégation française à toutes les COP depuis 2001. Je crois que ce sera la 22e. Voilà, donc, donc toutes ne sont pas aussi importantes. Il y a 3 étapes importantes. 97, c'est le protocole de Kyoto, qui est assez ambitieux. C'est-à-dire, il demande effectivement aux pays, le constat, c'est qu'il faut diminuer les émissions, et il demande en effet aux pays développés de diminuer leurs émissions de 5% sur la période 2008-2012. Alors, c'est un échec, hein, c'est très clair, puisque les émissions continuent à augmenter. Il y a une double raison. Donc, la première, elle est quand même politique. Disons que Al Gore signe le protocole de Kyoto, mais il n'est pas élu, et donc George Bush décide que les États-Unis s'exonéreraient de ce protocole. On est tombé un peu dans le même schéma avec Donald Trump, hein, c'est très clair. C'était même différent, puisque là, il a été ratifié. Donc il avait été ratifié, ce qui n'était pas le cas pour George Bush. On voit bien que cet aspect, le fait que les États-Unis, alors qui à l'époque était la première puissance mondiale quand même, ça reste quand même du point de vue économique, eh bien, disons, s'exonère d'engagement, n'aide pas du tout à créer une dynamique positive, une adhésion dans l'ensemble des pays. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que sur cette même période, les années 2000, l'émergence de la Chine se traduit par des émissions très importantes. En fait, la Chine a pratiquement triplé ses émissions dans les années 2000. Donc, voilà, le résultat, eh bien, c'est qu'on arrive, bon, on n'atteint pas l'objectif, les émissions continuent à augmenter, et en fait, disons, l'accord suivant est aussi un échec, c'est Copenhague en 2009, c'est la crise économique. Copenhague, c'était pour, avec l'idée disons, d'avoir des engagements ambitieux sur la période 2013-2020. Donc, c'était la deuxième phase du protocole de Kyoto. Et en fait, il y a, disons, à s'engager avec des objectifs chiffrés. Il n'y a pratiquement eu que l'Europe. C'était l'époque des 3 x 20 pour ceux qui ont suivi cela. Et quelques autres pays. Ça ne représente que moins de 15% des émissions mondiales. Les pays qui se sont engagés dans la deuxième phase du protocole de Kyoto, donc qui, disons, avec des objectifs chiffrés, se sont engagés dans cet accord de Copenhague. On arrive à Paris, donc c'est le 3e accord, donc on est en 2015 là, et il y a un double changement. Hein, il y a un double changement, c'est que, en gros, les Nations Unies, qui gèrent la Convention climat, se rendent bien compte que essayer de fixer des objectifs, c'est ce que font la Convention climat pour les pays développés, et non, on n'en fixe pas pour le moment pour les pays en voie de développement, ne marche pas. Hein, donc, on change complètement le fusil d'épaule, et au lieu de fixer des objectifs, on demande aux pays ce qu'ils accepteraient de faire pour lutter contre le réchauffement climatique ou s'y adapter. Hein, c'est ce qu'on appelle les engagements. Hein. Alors, l'intérêt, c'est ce qui fait le succès de l'accord de Paris. Le succès de l'accord de Paris, c'est son universalité. Hein, tous les pays l'ont ratifié, sauf cet incident, disons, effectivement, les États-Unis pendant 4 ans. Enfin, non, ils en sont sortis et rentrés tout de suite, parce qu'il a fallu attendre 4 ans pour en sortir aussi. Donc, tous les pays sont impliqués. Ça, c'est l'aspect positif, l'universalité, il est relativement bien construit. Le revers de la médaille, alors le deuxième changement, qui est tout aussi important, c'est qu'on reste sur la même ligne, d'éviter des conséquences désastreuses, mais là, on passe d'un objectif qualitatif à un objectif chiffré. C'est-à-dire que, eh bien, on se rend compte que pour éviter des conséquences dangereuses, eh bien, il serait intéressant de limiter le réchauffement climatique moyen à 2 degrés, voire 1,5 degré. C'est ça, disons, qui est assez nouveau. Oh oui, pardon. Donc voilà, donc ça c'est... voilà, et en fait, donc à Paris, c'est assez... Disons, on parle de 2 degrés, voire 1,5 degré, mais les pays les plus vulnérables, eux, se disent quand même, ça serait peut-être plus facile à 1,5 degré, d'où la Convention climat demande au GIEC de faire un rapport, ou invite le GIEC à faire un rapport sur ce que serait notre monde si on réussissait à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré.
c'est vraiment très clair, disons, le diagnostic est très clair. Il serait plus facile pour les jeunes d'aujourd'hui de s'adapter à un réchauffement climatique s'il était limité à 1,5 degré plutôt qu'à 2 degrés. Chaque dixième de degré compte, et bien sûr, plus on s'éloigne des 2 degrés, plus ça sera difficile, sinon impossible dans certaines régions. Donc c'est ça le message très clair. Et en fait, on comprend bien que si vous voulez stabiliser, eh bien, ça veut dire qu'il faut atteindre ce qu'on va dire, donc, que l'effet de serre arrête d'augmenter. On va parler de neutralité carbone, donc c'est bien à l'ordre du jour. Et on comprend bien que plus on est ambitieux dans le niveau de stabilisation, plus il faudrait que cette neutralité carbone arrive rapidement. Ça, c'est du bon sens. Alors, en fait, dans l'accord de Paris, on met l'accent sur les 2 degrés, et on parle d'une neutralité carbone dans la deuxième partie du XXIe siècle. Et après, disons, ce rapport 1.5, eh bien, la Convention climat, disons, en prend compte et finalement met en avant l'objectif de limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré. Ça, c'est, disons, il y a 2 ans à Glasgow. Alors, voilà, on en est là actuellement. Alors, il y a un point positif. Alors, on peut dire positif, parce qu'on va peut-être en rediscuter après. On est pratiquement 2 ou 3 ans, enfin 5 ans après le rapport 2018, mais disons, dans lequel Valérie Masson-Delmotte, ma collègue, a joué un rôle très important. Et, disons, ce qui est intéressant, après Glasgow, il y a à peu près une centaine de pays de par le monde qui ont, d'une façon ou d'une autre, chez nous c'est dans la loi, vous le savez bien, affiché cette neutralité carbone en 2050 dans leurs objectifs. Alors vous voyez, même la Chine l'a affiché en 2060, l'Inde, l'Arabie Saoudite en 2070. Donc c'est bien, c'est bien. Je veux dire, si effectivement, alors il faut aussi pomper du CO2 de l'atmosphère, ça c'est autre chose, mais disons, si effectivement, disons, tous les pays qui se sont engagés à atteindre neutralité carbone en 2050, et même si la Chine attendait 2060 et 2070 pour l'Arabie Saoudite, on pourrait probablement être en deçà de 2 degrés, donc autour de 2 degrés. Malheureusement, le problème, c'est qu'on n'est pas du tout parti pour ça. On va peut-être baisser vers 3 degrés, donc, et par exemple, à horizon 2030, c'est pour ça qu'on parle de l'urgence d'aujourd'hui, pas de demain, eh bien on sait qu'on a 2 fois trop d'émissions à l'échelle de la planète par rapport à une trajectoire qui permettrait, il faudrait qu'elle soit ambitieuse par la suite, qui permettrait de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Disons, si on ne change pas, on va, je le redis, vers les 3 degrés dans la deuxième partie du XXIe siècle. Et comme vous le savez, 3 degrés à l'échelle planétaire, c'est plutôt 4, voire un peu plus en France. Donc, alors, c'est pas 4 degrés par rapport à aujourd'hui, parce qu'on a déjà pris 1,28. Je dirais que c'est 2 degrés, 2,5 degrés de plus qu'aujourd'hui. Mais c'est loin d'être négligeable quand on parle de moyenne, évidemment. Voilà. Donc, c'est là où nous en sommes actuellement. Et c'est quand même... voilà des points. Alors, je vais d'abord regarder au niveau planétaire. Alors, ce que nous dit le dernier rapport du GIEC, c'est que si on avait envie de faire un plan Marshall, j'ai des collègues qui ont pris cela dans le titre du Monde aujourd'hui, je pense, si vraiment on le voulait, ce serait possible. Si tout le monde s'y mettait, mais c'est pas ce qu'on fait, vous voyez bien. On le voit bien de façon très claire. Donc, voilà ce qu'on pourrait gagner. Alors, je redis, on en est à 60 milliards de tonnes. Donc, on pourrait gagner 20 à 30 milliards de tonnes. Alors, bon, il y a dans le transport, l'industrie, dans les autres secteurs. En fait, là où on pourrait gagner le plus, c'est dans le développement des renouvelables. Pratiquement d'ici 2030, s'il y avait un développement, disons, volontariste à l'échelle planétaire, un véritable plan Marshall, on pourrait gagner vraiment 10 milliards de tonnes. Vous voyez, à peu près 4 pour... alors ça dépend du coût, mais enfin, disons, on pourrait aller jusqu'à 4 pour l'éolien, 5 pour le solaire, disons la biomasse à peu près 1, on est ajouté pour la géothermie, vous voyez, on arrive autour de 10. Tandis que le nucléaire, donc lui, au mieux, ne nous apporterait qu'un milliard de tonnes supplémentaires, enfin, disons, ne nous ferait gagner qu'un milliard de tonnes d'ici 2030. Il faut bien avoir cette idée à l'échelle planétaire. Donc c'est quand même important. Voilà, donc on en est là. Les bonnes nouvelles, c'est que le coût disons, du renouvelable et des moyens de stockage qui sont associés a considérablement diminué. Quelquefois d'un facteur 6 jusqu'à un facteur 10 en une dizaine d'années, c'est encourageant, mais
Voilà, on voit bien maintenant, par exemple, qu'avec, disons, le renforcement, voilà, c'est un bel article aujourd'hui aussi, avec, disons, les taux sont tels que, par exemple, l'éolien en mer devient fragile, hein, du point de vue investissement. Pour le nucléaire aussi, parce que ce sont encore des investissements à plus long terme. Voilà. Donc, quand même, pour terminer, quelques mots sur la France. Voilà, parce que bon, je vous ai parlé du monde, mais nous sommes en France et voilà, on n'échappe pas au réchauffement climatique. Hein, donc, vous voyez, pratiquement toutes les années les plus chaudes sont depuis, à part 1994, sont depuis 2017. Enfin 2015, 2011, au cours des 10 dernières années. L'année la plus chaude, c'est 2022. Et le record a été battu de près d'1,5 degré. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Vous voyez, par rapport au record précédent qui était 2020. Voilà, on a en France, alors là ce sont des projections, donc alors, disons là c'est le scénario intermédiaire, et bien on voit en France que, par exemple, ce que l'on vit, eh bien il y aura ce qu'on appelle des sécheresses, mais il y a déjà des sécheresses météorologiques plus longues. Ça, ce sont des périodes sans précipitation. Hein, ce sera déjà, voilà, et dans beaucoup de régions, pourtour méditerranéen, mais aussi la Bretagne natale n'est pas épargnée, vous voyez, les Pays de Loire. Donc ce sont des régions vraiment où de façon manifeste, les sécheresses météorologiques, voilà, après on peut parler des niveaux des nappes souterraines, mais déjà les précipitations deviennent de plus en plus espacées. Donc voilà, et le résultat net, c'est que, eh bien, quand on regarde, disons, en France, dans la partie nord de la France, hein, disons sans trop préciser, eh bien, les précipitations devraient augmenter l'hiver, un peu diminuer l'été, mais en moyenne annuelle ne pas être trop modifiées. Eh bien, même dans ces régions, à cause de l'évaporation, ce qui échappe à beaucoup de gens, eh bien, vous voyez que les débits d'étiage, les débits d'été des fleuves et des rivières seront manifestement diminués, y compris la Seine, hein, donc, y compris pour le bassin Seine-Normandie. Hein, vous voyez donc la disponibilité en eau, même à précipitation annuelle constante, et même notre ministre a beaucoup de mal à comprendre ça, l'augmentation de l'évaporation liée au réchauffement conduit à une diminution du débit des fleuves et des rivières, hein, des eaux de surface. Voilà, donc, bon, alors, les solutions en France, on en reparlera peut-être, je ne vais pas être trop long pour avoir le temps d'échanger avec vous. Bon, la première chose qu'il faut faire, c'est regarder comment on émet. Bon, alors, ce sont les transports, hein, disons 31%, un peu moins de 40% pour les véhicules utilitaires, ou 45%, et un peu plus de la moitié pour, disons, le transport des personnes. Disons, voilà, l'industrie, l'agriculture, l'habitat, voilà, les déchets, l'énergie. Tout ça, c'est bien documenté. Vous pouvez aller voir les chiffres. Hein. Il y a un site accessible, Citepa. Hein, tout ça, il n'y a pas de secret. Hein. C'est très facile d'avoir tous ces chiffres. Vous pouvez aller sur le site du ministère. Tout ça est disponible et bien documenté par secteur. Et on peut, chacun d'entre nous, faire son empreinte carbone, calculer tout ça. Alors, moi, j'ai bien aimé, voilà, j'ai dit ce matin que donc sur France Inter, ce matin, j'ai dit que je ne voulais pas être déçu la troisième fois. La première, c'était quand même le Grenelle de l'environnement. Il y avait beaucoup d'ambition, malheureusement, disons, ça a été loin d'être mené à son terme. La deuxième, bon, ça a quand même été, disons, la Convention citoyenne pour le climat, parce qu'effectivement, il y a eu, dans cette Convention citoyenne pour le climat, des propositions ambitieuses, pertinentes, qui n'ont été retenues qu'à la marge. Alors, voilà. Donc, voilà, moi j'y ai participé au titre de membre disons, en Grenelle de l'environnement, j'étais en charge avec Nicolas Stern du volet climat-énergie, hein, donc avec, en fait, on avait les aspects bâtiment, urbanisme, transport, mobilité, énergie. Voilà, donc c'est quand même les 3/4 des émissions de gaz à effet de serre. Et effectivement, on a regroupé, disons, les 150 citoyens se sont organisés autour de grands thèmes qui sont quand même, vous le voyez bien, ceux de notre vie de tous les jours, hein, se loger, se nourrir, se déplacer. Et on fait beaucoup de propositions. Voilà, donc voilà, je ne vais pas trop m'étendre, hein, sur se loger. Voilà, peut-être j'ai entendu presque parler de ça. On va voir, je n'ai pas entendu ce que dirait. Donc, rendre obligatoire la rénovation énergétique globale d'ici 2040. Donc, par exemple, à chaque cession de logement ou de bâtiment, c'est pour la seule solution d'atteindre les objectifs en termes d'isolation des bâtiments, de confort d'été. La consommation d'énergie,
Voilà, l'artificialisation des sols, je ne vais pas trop, voilà, la voiture individuelle, il y avait des recommandations sur la limitation de vitesse, sur le poids des voitures, c'est très clair. Le transport routier, bon, le transport aérien évidemment. Alors, on demande aussi un peu de sobriété, c'est très clair. On pourra, voilà. Sur l'énergie, alors ce dont les citoyens n'ont pas discuté, parce que c'était justement une façon de sortir du mouvement des Gilets jaunes, quand on discutait beaucoup de taxe carbone, ils ont préféré ne pas discuter d'énergie. Enfin, disons les organisateurs aussi, personne ne souhaitait discuter d'énergie. Alors, donc, si vous voulez aller voir, disons, des recommandations, je dirais, en tout cas bien documentées pour ce qui concerne l'énergie en France, je pense que la bonne référence, c'est d'aller voir le rapport du réseau de transport d'électricité, excusez-moi, c'est pas facile, voilà, RTE, donc il y a un rapport très bien documenté. Et là, j'ai simplement disons, reporté par rapport au mix énergétique, voilà. Et pour moi, c'est la plus importante. La neutralité carbone en France en 2050, elle est affichée dans la loi, ne sera pas atteinte sans un développement significatif du renouvelable. Et ensuite, évidemment, donc se passer de nouveau nucléaire implique des rythmes de développement très importants. En gros, disons, ce serait plus facile d'atteindre l'objectif avec de nouveaux réacteurs nucléaires, ce qui est pratiquement dans les tuyaux, comme vous avez vu. Mais c'est pas si simple, mais c'est vraiment, il ne faut pas oublier que ce ne sont pas nos nouveaux réacteurs nucléaires français qui nous emmèneront vers la neutralité carbone. Ils peuvent y contribuer, mais c'est vraiment les économies d'énergie, le développement des renouvelables, massif des renouvelables. Donc il faut bien voir ça, parce qu'il y a un point important actuellement, c'est que nous sommes toujours sous la dépendance pour près de 70%. Notre énergie est d'origine, on utilise avant tout les combustibles fossiles. L'électricité ne représente pas plus de 30% de l'énergie, donc bon, le nucléaire en France joue un rôle important, mais disons, dans le mix énergétique actuel, c'est plutôt de l'ordre de 20%, un peu plus. Il faut bien comprendre, il y a cette limitation. Voilà, donc je crois que c'est important d'avoir ça en tête, donc ce développement des renouvelables indispensable si on veut atteindre. Voilà, il y a des objectifs par secteur. Voilà, je ne vais pas être trop long. Et terminer là-dessus, voilà, en vous disant, voilà, donc les solutions existent. Voilà, toute la difficulté, c'est effectivement de les mettre en œuvre. Je dirais que, donc, je vais pas écouter, on va écouter, enfin, j'écouterai des recommandations précises. On sait déjà un peu ce qu'a dit le président hier. Ce qui est clair actuellement, c'est que l'objectif affiché est ambitieux, puisqu'il s'inscrit, donc il y a, comme vous savez, le secrétaire général à la planification écologique, dont la mission est depuis un an de produire des trajectoires, de proposer des trajectoires qui permettent d'atteindre, effectivement, la France est ambitieuse, hein, c'est diviser par 2 nos émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030, c'est bien d'aujourd'hui dont on parle, à horizon 2030 par rapport à 90. On a déjà fait une partie du chemin, mais de façon très claire, il faut accélérer. Il faudrait diminuer nos émissions à peu près de 5% chaque année. Vous voyez bien. Donc ça a été ce qu'on a fait à peu près l'année Covid. Pour vous donner une idée, on a fait 6%, je crois, plutôt que 7%, mais c'est pas très grave. Vous voyez bien l'ordre de grandeur. C'est important. Voilà, on est un peu au pied du mur, et c'est vrai que si on est au pied du mur, c'est aussi, je le dis un peu, non pas du tout amèrement, mais peut-être qu'on aurait dû effectivement, dès le protocole de Kyoto, disons, prendre ces mesures qui étaient bien comprises de diminution des émissions de gaz à effet de serre absolument nécessaires, et collectivement au niveau de la planète, c'est pas ce qui a été fait. Et c'est quand même regrettable parce que, voilà, on ne peut pas ne pas atteindre neutralité carbone. Il faut bien comprendre, parce que ne pas atteindre neutralité carbone, c'est accepter l'idée que le réchauffement climatique se poursuive indéfiniment. Et ça, je crois que c'est quand même difficile à accepter. Voilà, en tout cas, moi, ce que j'accepte, c'est toutes vos questions, avec grand plaisir, si on a le temps. Je ne sais pas comment c'est organisé, mais j'espère qu'on a le temps d'échanger. Voilà, merci beaucoup.